Bonjour Bonjour. à tous, vous êtes sur Noésie, un autre regard. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Tristan Moir. Bonjour Tristan. Oui, bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous êtes psychanalyste spécialisé sur l'interprétation des rêves. Vous avez écrit plusieurs ouvrages à ce sujet, notamment Entrer dans vos rêves. Je crois que vous avez aussi fait de la radio pendant plusieurs années sur la radio libre Ici et Maintenant. Est-ce que vous Oui. souhaitez ajouter quelque chose à cette présentation? Voilà, plus précisément, je suis spécialiste du langage du rêve, je travaille sur le langage du rêve, et donc ce qui permet de comprendre les rêves et de les interpréter. Et j'ai écrit plusieurs livres dans ce sens, notamment un très gros dictionnaire, le nouveau dictionnaire des symboles du rêve. Et le dernier, c'était mieux se connaître grâce à ses rêves. Donc, je me sers des rêves comme outil de connaissance et comme outil thérapeutique. Et qu'est-ce qui a fait que, parce que en psychanalyse, les rêves sont importants, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu vous spécialiser dans ce domaine particulièrement? C'est une inclination naturelle. Je dirais que c'est le rêve qui est venu jusqu'à moi. Et surtout, j'ai travaillé beaucoup sur une méthode qui soit reproductible, une méthode qui soit efficace et qui permette effectivement une approche thérapeutique. Parce que si effectivement il y a une approche du rêve et une reconnaissance du rêve en psychanalyse, on travaille pas vraiment sur le fond, sur le contenu, les moyens utilisés toujours pour l'analyse du rêve en psychanalyse, c'est la méthode associative. Et donc ça fonctionne, mais c'est parfois un peu fastidieux. Alors que le rêve, quand on le regarde d'un point de vue un peu plus jungien que freudien, on peut voir effectivement qu'il contient des informations qui sont universelles et que si on a la connaissance de ces symboles, de ce langage, on peut déchiffrer un rêve et donc produire une interprétation assez rapide, évidemment avec la validation de la personne qui rêve. J'ai préféré travailler de mon côté sur le rêve parce que ça me semble être l'outil le plus approprié pour approcher l'inconscient. En tout cas, pour moi, c'est l'outil le plus efficace et le plus rapide pour aller dans le cœur de la personne et pour voir ce qui va comme ce qui ne va pas. Et est-ce que ça vient aussi de votre expérience personnelle, c'est-à-dire est-ce que vous-même, vous avez constaté que vous avez fait des rêves qui ont marqué un avant et un après ou qui ont été très significatifs pour votre parcours? Alors effectivement, j'étais un grand rêveur et un impact avec les rêves. Il laissait une empreinte sur moi assez forte et donc j'ai voulu, je me suis demandé, posé la question pourquoi il y avait effectivement cette seconde vie, pourquoi on avait cette vie onirique aussi riche. Et la plupart du temps, quand j'ai travaillé en analyse, en psychanalyse sur les rêves, j'étais un peu déçu parce que ça allait pas assez vite et on tournait un petit peu autour du pot avec la méthode associative, alors que ça me semblait être un contenu beaucoup plus important. Et ce langage, j'ai toujours pensé qu'il était reproductible. Donc, la notion d'inconscient collectif que développe Jung me semble plus importante. Et j'ai travaillé dans ce sens pour essayer de rendre ces messages de plus en plus lisibles. Vous parlez de Jung et je me demandais quelle est la différence justement entre l'approche freudienne et jungienne par rapport au rêve. Alors, l'approche freudienne, au point de vue de théorisation, c'est pas mal parce qu'il a mis en place pas mal de choses. Il y a une description du phénomène du rêve qui vient lui donner une valeur vraiment importante parce qu'il met des mots et il décrit des processus qui sont effectivement intrinsèques au rêve. Donc, dans ce sens, la connaissance de l'approche freudienne est importante. Simplement, Freud s'arrête à la notion d'inconscient personnel. C'est-à-dire que pour Freud, le rêve est avant tout un message qui est produit par le rêveur avec donc un monde exclusif, endogène, et il n'y a que le rêveur qui peut à peu près comprendre le rêve en faisant des associations. À la différence de Jung, qui lui voit dans la matière du rêve, dans ce support, il voit un outil qui est plus universel,
puisque lui va développer la notion d'inconscient collectif. D'après Jung, l'inconscient collectif est une énorme banque de données, d'informations à laquelle on a accès pendant le temps du rêve, qui ont donc cette banque de données contient des symboles qui sont donc des mots universels, des symboles universels, et l'inconscient collectif contient toute cette banque de données. Simplement, effectivement, il faut se donner la peine d'apprendre, puisque c'est un langage, donc il faut apprendre la construction, il faut apprendre le sens des mots. Il y a une sémantique qui est spécifique au rêve et à la charge symbolique. Donc on a besoin effectivement de comprendre ces mots, de les apprendre et de réfléchir au sens, puisque quand on a un texte à traduire, c'est à peu près ça, le rêve nous offre un texte, il nous offre une histoire, on doit la remettre dans une langue qui est la nôtre. Et donc c'est un travail aussi de transcription. On doit remettre le sens du rêve dans notre langage qui est celui du langage conscient, puisque le rêve est donc une émanation d'un conscient qui va utiliser un langage spécifique, intense, très codé la plupart du temps. Et c'est là où on a besoin effectivement d'une transcription et de connaître ce langage pour en faire un langage audible. Et pourquoi justement on a besoin de recevoir des messages codés par les rêves? Pourquoi c'est codé? Alors, il y a deux choses. Déjà, il y a le fait que le rêve utilise un langage extrêmement simple. C'est-à-dire que le rêve va utiliser principalement des images, puisque le rêve est constitué principalement d'images, des images qui ont un pouvoir signifiant, qui sont simples, mais qui ont besoin d'être contextualisées pour être comprises. Quand on rêve d'animaux, par exemple, ce sont des symboles universels. Il ne faut pas s'attacher au sens strict ou à la vision personnelle qu'on peut en avoir, mais une vision beaucoup plus large. Et donc, un animal placé dans un rêve aura un certain sens selon aussi le contexte, c'est-à-dire selon l'environnement dans lequel il est, les autres images qui l'entourent, les autres mots qui vont composer ce rêve. Donc, on a besoin de réapprendre ce langage simple, qui est un langage énergétique, c'est vraiment un langage force, mais on a perdu le sens de cette simplicité. Ensuite, il y a une deuxième chose qui fait que le songe, le langage du rêve est codé, c'est que, et là on est dans une perspective freudienne tout à fait juste, c'est que le contenu du rêve souvent est illicite. C'est-à-dire qu'il n'est pas autorisé à être produit dans sa version au premier degré. Donc le rêve a toujours utilisé le deuxième degré parce qu'il y a des choses que notre surmoi ne va pas autoriser à passer. Donc pour déjouer la vigilance du surmoi, le rêve va aussi utiliser des métaphores, des subterfuges pour faire entendre un message qu'il ne va pas très bien comprendre et que le moi, lui, peut comprendre s'il se donne la peine d'aller l'investiguer et donc de s'y pencher. Mais le surmoi est donc une instance, c'est le ministère de l'Intérieur. Hein. Donc là, on est dans une perspective freudienne. Le surmoi est très vigilant à ce qui peut être dit ou pas dit. Donc, toujours chez Freud, il y a le contenu latent et le contenu manifeste. Donc, le contenu manifeste, c'est la façon dont on rêve va se manifester, les images au premier degré, et le contenu latent, c'est ce qu'il y a derrière. Et donc, on a besoin de décoder, puisque ce langage a été mis dans une forme particulière, parce que le contenu n'est pas tout à fait entendable. Et justement, vous dites le langage du rêve, c'est comme une bande de symboles universels, mais est-ce que selon la culture d'où on vient, l'endroit d'où on vient, est-ce que ces symboles, ils vont pas avoir un sens différent? Alors, à 90%, les symboles universels sont universels. C'est-à-dire que, quel que soit notre âge, notre époque et notre culture, on va retrouver un signifiant qui est stable. Évidemment, il peut y avoir des petites variantes, puisqu'il y a des symboles qui vont un peu plus à être contextualisés. Il y a effectivement la notion de culture qui va intervenir, mais c'est quand même très peu. D'accord, parce que je pensais par exemple un autre phénomène de langage, c'est un peu les rituels, les superstitions dans certaines cultures. Et moi, j'habitais en Amérique latine et je pensais par exemple
ce qu'on appelle les duendes, c'est des entités qui sont des lutins et qui sont considérées comme très négatives en fait. Et il y a beaucoup de récits sur le fait que si on voit ce genre de créature, il va arriver telle ou telle chose. Et je pense qu'il y a la même chose dans d'autres cultures, mais où les lutins, par exemple, ont une connotation positive. C'est pour ça que je me demandais si dans le rêve, on peut retrouver cette différence de sens, puisqu'elle fonctionne aussi à partir de symboles. Alors, est-ce que vous rêvez souvent de lutin? Alors, moi, non, mais moi, je ne suis pas Voilà. d'Amérique latine. Je ne suis pas d'Amérique latine. Non, mais il n'y aura pas plus de récurrence de lutin que vous soyez. Si vous rêvez d'un lutin, effectivement, on va regarder, on va s'attacher effectivement à la référence culturelle et puis à ce qu'il représente d'une façon générale dans le monde. Mais à 90%, 95%, nos rêves ne sont pas tellement fantaisistes et vont utiliser des mots qui sont des mots courants. Donc effectivement, on peut tenir compte de cette partie ethnique. Il y a l'ethnopsychologie qui existe, où on va approcher le rêve avec la culture de la personne, mais ça va être en faible proportion. Hein. Et c'est surtout ça, quelle est la récurrence de ces images dans le rêve? Elle est très faible. Et attention effectivement à cette lecture qui va restreindre ou orienter la lecture symbolique. Par exemple, j'ai une patiente qui est japonaise, qui a fait un rêve où il y avait une sorte d'ours. Donc j'ai plutôt vu le symbole de l'ours de façon universelle. Elle voulait absolument faire coller l'ours avec sa culture. Mais oui, d'accord, ok, ça marche, oui, mais par contre, ça ne donne pas de piste d'interprétation et ça ne donne pas d'aspect thérapeutique. Donc, c'est pour ça que quelquefois, il faut faire attention à vouloir rattacher toujours à ce que l'on connaît. L'inconscient est beaucoup plus intelligent. Il va chercher les mots qui sont universels plutôt que personnels. Ou pluripersonnels, puisque là, effectivement, dans une culture, il y a des symboles qui sont exclusifs à cette culture, mais c'est vraiment en très faible proportion. D'accord. Donc pour vous, c'est pas un niveau de lecture que vous prenez tellement en compte. En tout cas, c'est pas essentiel. Ça peut être intéressant de l'entendre de la bouche du rêveur, de voir effectivement qu'est-ce que ça représente pour lui, mais si ça n'a pas d'autre signification, on peut aller à une lecture plus symbolique, plus universelle. Et justement, vous parliez de la différence entre l'interprétation freudienne et jungienne des rêves, et Jung était beaucoup plus lié au spirituel. Pour moi, je considère beaucoup plus ouvert. Mais les rêves ont toujours été interprétés bien avant la psychanalyse. Et je dirais que la référence la plus connue, c'est dans la Bible, Jacob qui interprète les rêves du pharaon. On peut se demander, est-ce que Freud ou Jung ont puisé leur théorie sur d'autres traditions? Et si oui, est-ce que vous avez un petit peu une idée de sur quoi ils se sont basés pour élaborer leur propre théorie? Alors, dans le cas de Freud, effectivement, il a beaucoup lu. Il a une culture qui est très vaste par rapport à l'Antiquité, puisque les premiers oniricrites, oniromanciens, les personnes qui interprétaient les rêves, datent de très longtemps. Ils étaient écoutés parce que le rêve avait une vision, une portée prophétique dans les croyances de l'époque. Donc le rêve toujours a été très souvent, en tout cas interprété de manière prémonitoire, c'est-à-dire qu'il annonce toujours quelque chose. Et c'est un sens que l'ensemble des personnes va vouloir encore ressentir, qu'on a l'impression que le rêve est quelque chose de magique et qu'il va annoncer quelque chose, ce qui donne une sorte de toute puissance à la personne qui fait le rêve. Et c'est une façon de se dégager de la portée réelle, on va projeter sur l'extérieur quelque chose qui devrait se dérouler. Donc on évite à la fois de se remettre en cause et on se donne une image de soi, ben voilà, je suis un messager de Dieu. Donc le côté prophétique, et donc là, par exemple, Freud a beaucoup étudié Artémidor, qui était donc quelqu'un qui a écrit des gros ouvrages à propos du rêve. Et c'est vrai que c'est très souvent d'annonces de choses qui vont se produire. Mais le rêve, ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans ce sens.
Et quant à Jung, effectivement, il a beaucoup étudié aussi la culture ancienne. Et c'est vrai que dans la vision de Jung, il y a une portée beaucoup plus spirituelle dans le rêve. C'est d'ailleurs ce qui a divisé les deux hommes, puisque Freud voulait absolument que le rêve et la psychanalyse surtout soient délivrés de toute obédience, et donc qu'il n'y ait pas de caractère religieux dedans. Et il comprenait mal, effectivement, l'inspiration de Jung qui aurait une portée spirituelle, pas forcément religieuse, mais beaucoup plus spirituelle, c'est-à-dire avec une perspective eschatologique, une perspective de transcendance, ce que lui appelle le lumineux. Un terme qu'il reprend de Rodolphe Otto, le lumineux étant ce qui nous appelle. Et lumineux avec un N au début. Et justement, vous parliez des rêves prémonitoires dans l'Antiquité, etc. Aujourd'hui, quelles sont les grandes catégories de rêves que vous pouvez observer? Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, j'évite de faire des classifications. Il y a des rêves, il y a des rêves. Alors, il y a des rêves, effectivement, qui peuvent avoir une portée plus spirituelle que d'autres, mais ça peut être aussi une espèce d'écueil dans lequel les personnes voudraient se réfugier avant de faire un travail et d'avoir une ouverture spirituelle. Il est quand même nécessaire d'avoir nettoyé à l'intérieur de soi, d'avoir pris conscience de soi, d'avoir revalorisé son moi, toujours dans la perspective freudienne. Donc, ce fameux ego dont tout le monde nous rebat les oreilles comme quoi il n'est pas bien. Si, l'ego c'est très bien. Le moi c'est très bien. L'individu doit développer son moi, c'est-à-dire qu'il doit être conscient de lui-même, il doit être en harmonie avec le monde, et pour ça il a besoin que ses pulsions ne soient pas réprimées ni trop exprimées. Et donc le moi va être cette instance qui se trouve entre le surmoi et le ça, où l'individu apprend à se stabiliser, à exprimer ses désirs, sans entraver sur le désir des autres et sans réprimer les siens. Et au sujet du rêve en lui-même, est-ce que vous pensez que tous nos rêves sont porteurs de messages ou pas? Absolument. À partir du moment où on se souvient d'un rêve, c'est qu'il a une portée signifiante. Parce qu'il y a des rêves, par exemple, dont on peut se souvenir, mais on a la sensation que c'est passé du coq à l'âne, qu'il n'y avait pas vraiment un fil conducteur. Est-ce que dans un rêve comme ça, vous pensez qu'il y a quelque chose à restituer? À partir du moment où vous en souvenez, c'est que le rêve est un rêve message. Donc s'il y a bien... Alors, effectivement, il y a différentes catégories de rêves, mais ceux dont on se souvient, ce sont les rêves messages, parce que le rêve est investi de nombreuses autres fonctions, régulateur du système neurologique, il sert aussi à l'apprentissage, il sert à notre développement. Le rêve est l'expression de nos désirs profonds, donc on ne se souvient pas de tous ces types de rêves. Le seul type de rêve dont je pourrais parler, c'est celui dont on se souvient, c'est le rêve message. Après, effectivement, chaque rêve peut avoir une orientation particulière, mais avant d'arriver à la spiritualité, il est vraiment important d'être bien équilibré et de ne pas chercher un refuge dans une pseudo-spiritualité et de ne pas développer l'ego spirituel. Parce que l'ego spirituel est un leurre aussi, c'est pas le vrai ego. C'est une façon d'être, de se transporter ou alors d'être en compétition avec les autres. Moi, je suis plus éveillé que vous. Et donc, du coup, pour vous, tous les rêves sont porteurs de messages. Et je pense à des gens qui disent qu'ils font pas de rêves entre guillemets extraordinaires. Bon, vous venez de le dire, il y en a pas. Mais par exemple, qui vont revivre des scènes de leur vie quotidienne. Vous voyez, quelque chose de très justement terre à terre, très réel. Et qu'est-ce que vous en faites vous de ces rêves-là? Comment les décortiquer? Comment les transformer en quelque chose qui va pouvoir éclairer les personnes? Alors, déjà, le rêve, la plupart du temps, va se servir du matériel contemporain. C'est-à-dire que, pour beaucoup de gens, par exemple, qui ne font que peu de cas du rêve, ils pensent que le rêve n'est que la résurgence, l'émanation des choses qu'on a vécues la veille, qu'on a vues et qu'on a mal digérées. Non, le rêve va se servir du matériel le plus résonnant. C'est-à-dire que si nous avons vu un cheval la veille, si on rêve d'un cheval, c'est pas parce qu'on l'a vu la veille, c'est parce qu'il est signifiant au moment même où on fait le rêve.
Donc, on se sert du matériel contemporain, la plupart du temps, hein, pour nos rêves, et puis le rêve va correspondre aussi à des moments particuliers de notre vie. Donc, quelle que soit la forme qu'emprunte le rêve, puisque à 90% nos rêves sont extrêmement réalistes aussi, il y a très peu de fantaisie finalement, il y a des distorsions dans le rêve, il y a effectivement des petites transformations, mais les rêves fantastiques sont vraiment assez rares. Les rêves où tout est magique, par exemple, c'est beaucoup plus rare que les rêves très cartésiens, très rationnels. Et donc, quelle que soit la façon dont s'exprime l'inconscient, quelle que soit la forme que prend le rêve, même si il y a des séquences qui semblent sauter du coq à l'âne, on va chercher pourquoi il y a un lien entre ces séquences. Et donc, pourquoi il y a des choses qui s'enchaînent comme ça, qui ne semblent avoir ni queue ni tête. C'est ce qu'on appelle la parataxe. C'est-à-dire qu'il s'il n'y a pas de lien logique apparent, c'est qu'il y a un lien émotionnel. Un lien émotionnel entre les séquences. Oui. D'accord. Puisque le rêve est avant tout, et ça effectivement, c'est une donnée que la neuroscience voit aujourd'hui. C'est la seule chose à peu près qu'elle soit capable de dire à propos du rêve, sinon elle n'y connaît rien du tout. La neuroscience, c'est le rêve est une gestion de nos émotions. Puisqu'effectivement, les émotions dans le rêve sont très intenses, jusqu'à nous mettre dans des états particuliers. Et c'est la façon dont on va retranscrire le rêve qui fait aussi la valeur du rêve, puisque quand on fait un rêve, on est submergé par des images et des émotions, et ensuite on va s'attacher à les mettre dans une forme narrative cohérente, avec aussi une chronologie. Quelquefois c'est difficile, la chronologie n'est pas toujours évidente dans les rêves, et la façon dont on va le retranscrire, la façon dont on va l'évoquer, va être aussi révélateur de notre construction psychique. Et là encore, la façon dont un rêve est raconté ou écrit va être très révélateur de l'individu. Et comment on peut expliquer dans certains rêves que par exemple, il y a des personnages qui apparaissent de gens qu'on a connus, mais avec qui on n'avait pas forcément ni d'affinité, ni de lien, ou carrément des personnes avec qui on aurait eu des contentions, on va dire ça comme ça, et qui apparaissent dans le rêve, mais sous une autre forme en fait. Voilà, puisque là, c'est une constante dans le rêve. Le rêve va toujours utiliser des personnages de substitution. C'est-à-dire que quand vous voyez une personne dans le rêve, hormis les figures parentales, toutes les autres figures du rêve sont des images de substitution, c'est-à-dire qu'il y a une transposition. C'est pas forcément la personne décrite qui est évoquée, c'est une qui lui ressemble, ou c'est une partie de nous. Et donc, par exemple, quand vous rêvez que vous retrouvez une camarade de lycée que vous n'avez pas vue effectivement depuis le début du lycée, ça veut dire que vous recontactez une partie de vous que vous aviez un peu mise en sommeil. Et le rêve vous dit, votre inconscient vous dit, il faut aller regarder de ce côté-là. Qu'est devenue cette jeune fille qui avait plein d'inspiration, ou qui avait des blocages, ou qui avait autre chose. Donc le personnage du rêve est toujours relatif à une époque. Quand il réapparaît des larmes, parce qu'on se demande vraiment pourquoi on arrive. Et quand il s'agit de personnes qu'on n'apprécie pas particulièrement, là, ça nous ramène soit à des aspects de nous-mêmes qu'on ne veut pas voir, soit à des images de substitution, des figures parentales, par exemple, ou de personnes proches que l'inconscient va associer. Puisque l'inconscient fonctionne énormément par mode associatif, là, lui, il fait des confusions, il fait des amalgames. Et toutes les personnes qui auront un trait commun avec une personne qui était importante autrefois, va souvent réactiver cette mémoire. Oui, là, les personnages du rêve sont donc des figures qu'il faut envisager toujours au second degré, qui se dissimulent derrière cette forme. Et pourquoi j'ai eu du désir ou j'ai fait l'amour avec tel personnage qui m'est complètement antipathique dans la réalité, ou par lequel je ne suis pas, ou par laquelle je ne suis pas du tout attiré. Et comment vous expliquez que souvent dans les rêves, alors vous disiez que la plupart des rêves sont très réalistes, mais il y a quand même certains rêves où on va dire que ça n'a rien à voir avec notre vie quotidienne, et pourtant dans le rêve on prend tout au premier degré, tout est normal en fait. Oui, puisque là, toujours dans la terminologie freudienne, nous avons une perte presque totale de sens critique pendant le rêve.
Et donc nous acceptons les images qui apparaissent comme étant la pure réalité, parce que effectivement, il y a une perte de sens critique qui permet la continuité du rêve et donc la continuité du tissu narratif. C'est quelques rares fois on peut être choqué par une image du rêve, et à ce moment-là, vous pensez qu'on est en train de rêver, et on peut se réveiller à ce moment-là. Mais dans l'ensemble, il y a une perte totale de sens critique. On accepte tout comme étant la réalité pure et entière, quelle que soit l'aberration ou les distorsions qu'il peut y avoir dans un rêve. Oui, c'est ça. Et quelquefois aussi, moi, dans mon expérience personnelle, d'un coup, on prend conscience dans le rêve que c'est pas logique, on va dire ça comme ça, qu'il y a des incohérences. Et du coup, à ce moment-là, on passe en rêve lucide. Et on en avait un petit peu parlé quand on s'était croisés. Est-ce que vous travaillez aussi sur les rêves lucides, ou vous pensez que ça apporte, au niveau de la psychanalyse, ça apporte rien de particulier en plus, voilà, d'être lucide plutôt que de vivre le rêve tel quel? D'une façon générale, je ne travaille pas trop sur le lucide, je préfère les émanations de l'inconscient telles qu'elles sont envoyées, sans altération. Mais quelquefois, on peut donner des inflexions. C'est-à-dire que si une personne fait des rêves assez cauchemardesques, comme par exemple les rêves de poursuite, qui sont un stéréotype de rêve assez fréquent, plutôt chez les femmes, et qui donc va produire un mauvais sommeil, une angoisse, je vais plutôt conseiller à la personne de se retourner pour voir ce qui la poursuit. Et donc, on peut agir, on peut donner des inflexions. Pour les personnes hypersensibles aussi, qui sont sujettes à des rêves à trop forte émotion, effectivement, c'est bien de pouvoir changer le contenu, de passer d'une pièce à une autre, ou d'un endroit à un autre, d'un moment à un autre, pour empêcher effectivement cette émanation trop forte et perturbatrice. Mais à partir du moment où on essaie de contrôler le contenu du rêve et le diriger dans un sens ludique, pour moi, ça n'a plus de valeur, en tout cas thérapeutique. C'est un Luna Park à ce moment-là, mais ça peut, à l'excès, ça peut empêcher la personne de réaliser ses rêves dans le concret. Puisque si tout se déroule dans le rêve, on a tout ce qu'on veut en rêve, on va avoir une difficulté à le faire dans le concret, dans le réel. Des rêves à l'état de veille qu'à l'état de sommeil. Oui, il y a effectivement. Mais est-ce que vous pensez quand même que le rêve peut être un véhicule pour l'invisible? Je pense par exemple à une personne que je connais qui a rêvé que sa grand-mère venait la voir pour lui dire que voilà, il faudrait qu'elle soit courageuse, qu'elle ait de la force parce que elle allait partir. Et le lendemain, elle a appris qu'effectivement, sa grand-mère était décédée pendant la nuit. Est-ce que pour vous, c'est une simple coïncidence, ou est-ce que vraiment le rêve peut être un véhicule pour l'invisible? Alors ça, c'est ce qu'on appelle un rêve de synchronicité. C'est-à-dire que pendant le temps du rêve, notre cerveau fonctionne à plein régime. Et donc on a des facultés, et on a un potentiel qui est vraiment accru, et on peut être connecté, puisque je pense que pendant le temps du rêve, nous sommes tous reliés, il y a quelque chose de télépathique, et donc on peut avoir accès à des informations qui sont extérieures. On le fait au moment même où ça se produit. C'est pas un rêve prémonitoire, hein. C'est un rêve de synchronicité, c'est-à-dire qu'on a accès à une information sans support mécanique, en temps réel, et qu'on ne va effectivement découvrir que le lendemain, mais le rêve ne fait que se connecter avec ce qui se produit en ce moment. Et dans les rêves de synchronicité, il y a plein de choses dont nous rêvons la nuit, qui se passent réellement dans le monde, mais dont on n'a pas conscience, et on n'en aura pas conscience parce qu'on n'aura pas l'information. Parce que nous sommes connectés avec tout pendant le temps du rêve, et donc tout ce qui va être signifiant pour nous va être pris comme effectivement matière, trame, véhicule d'une information. Parce qu'effectivement, le rêve est un temps d'imagination considérable. On fait des centaines de rêves dans une nuit, tous différents. On ne s'en souvient effectivement que très peu, on ne s'en souvient pas. Mais on va chercher l'inconscient tout cet imaginaire, parce que ça veut dire que vous imaginez que si on fait 100 rêves par personne chaque nuit, vous imaginez le nombre de rêves produits sur la planète
en une seule nuit, il y a une masse colossale de rêves qui sont produites, donc des histoires inédites, mais qui très souvent trouvent leur origine dans les faits qui se déroulent ailleurs. Comme vous avez des personnes dans ce même type de synchronicité qui peuvent faire le même rêve au même moment. C'est-à-dire soit elles se connectent avec un événement qui est en train de se produire, soit il y en a une qui se connecte à l'autre qui est en train de faire ce rêve. Mais ça, c'est un phénomène que j'ai pu observer à une période, puisque là, c'est moins vrai en ce moment. Un phénomène que j'ai pu observer à une période où j'avais des patients qui faisaient à peu près le même type de rêve. Il y avait des grandes similitudes. Est-ce que ça veut dire que ces personnes-là, spécifiquement, elles ont un lien particulier qui fait qu'elles vont... Eh ben justement, non. Justement, quelquefois, oui. Et quelquefois, les personnes ne se connaissent pas. Alors, elles ont peut-être un lien de sensibilité, mais elles ne se connaissent pas dans le réel. Ça reste du domaine du psychique. Voilà, et très souvent, d'ailleurs, vous citiez l'exemple d'un rêve de décès que va sentir une personne, c'est pas forcément la personne la plus proche de la grand-mère, en l'occurrence, là. Ça peut être une cousine éloignée, ça peut être quelqu'un qui n'est pas la plus proche. Et est-ce que c'est pas justement parce qu'on est sorti dans le rêve des paramètres de temps et d'espace qu'on peut avoir accès comme ça à des sensations, des pressentiments, des informations auxquelles qu'on va pas ressentir dans le quotidien, excepté pour certaines personnes qui ont vraiment une sensibilité très développée? Alors, je n'ai pas compris entièrement la question, mais je peux répondre déjà par rapport à un concept jungien. Selon Jung, pendant le temps du rêve, nous avons accès à un temps qui n'est plus soumis à la même linéarité, c'est-à-dire qu'il ne s'écoule pas forcément du passé vers le futur, il est fluctuant. Et donc, pendant le temps du rêve, on peut avoir accès à des informations passées, ce qui est le cas le plus fréquent, puisque la plupart de nos rêves nous remettent en lien avec les histoires du passé, avec des informations présentes, mais aussi avec des informations futures. Et c'est ça, ce que je voulais dire, c'est que finalement, on sort de la matrice où il y a ce paramètre de temps et d'espace, ce qui donne une forme de liberté pour avoir accès à de l'information qui peut du coup être aussi bien dans le futur que dans le passé, etc. Oui, tout à fait. Et donc, cette notion de temps élastique, mais là encore, la portée prémonitoire du rêve n'est pas très importante, en tout cas dans ma perspective, dans mon approche, puisque quand on rêve d'un événement qui va se dérouler, la plupart du temps, on n'est pas capable de décoder le rêve. On ne peut mettre le rêve en relation avec l'événement qu'une fois que l'événement s'est produit. Donc, l'inconscient se sert du matériel le plus signifiant, il fait feu de tout bois, il peut se servir effectivement d'informations futures, mais c'est juste pour parler à la personne, et je vais préférer donc interpréter un rêve toujours dans une perspective ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe ici et maintenant, et en quoi ça parle à la personne qui fait le rêve. Celle qui reçoit le rêve, donc le véhicule ici, dans une temporalité qui est celle du maintenant. Et justement, dans cette perspective d'étudier le rêve ici et maintenant, donc votre grille de lecture centrale, c'est la psychanalyse. Mais est-ce que vous y superposez quand même d'autres grilles de lecture? À partir du moment où je me sers d'une grille de lecture symbolique, je me sers des schémas psychanalytiques, puisque c'est ma formation. Mais je suis avant tout thérapeute, c'est-à-dire que j'utilise un matériel pour avoir une action. Et je vais aussi faire référence, puisque pour interpréter les rêves symboliquement, j'ai besoin d'une culture que j'ai acquise. Déjà, quand j'étais enfant, je me suis toujours intéressé aux contes et légendes. J'ai toujours été fasciné par ces notions, par les contes de fées. J'ai étudié aussi donc la spiritualité, donc la théologie. J'ai lu beaucoup de choses dans ce sens, puisque le symbolique vient aussi d'une culture spirituelle, d'une culture religieuse. Et tout ce qui peut être symbolique, effectivement, c'est universel, mais ça dépasse largement le cadre de la psychanalyse. La psychanalyse, ce sont des schémas, c'est-à-dire c'est une forme, c'est un contenant, mais le contenu, il est bien, bien au-delà et bien supérieur à ces schémas psychanalytiques. Et dans votre vie de thérapeute, et qu'est-ce que vous avez
constatez comme bienfait du rêve sur la vie concrète des patients que vous recevez? Comment ça se matérialise? Comment ça se concrétise, les changements? Alors, le plus concret des changements, c'est la disparition du malaise. Quand une personne vient avec un malaise, quand on trouve la cause, ce qui est assez rapide avec le rêve, on peut agir sur les faits. Donc là, on est vraiment dans un processus psychanalytique, de trouver la cause pour faire disparaître les faits, mais à une vision beaucoup plus large, c'est aussi une perspective karmique. Il n'y a jamais d'effet sans cause. Et donc, ce que nous vivons est un ensemble de choses qui vient d'une cause antérieure. Et donc, la disparition du malaise, c'est le premier bénéfice pour la personne. Ensuite, disparition des blocages. Quand une personne bute sur un obstacle qu'elle n'arrive pas à franchir, les personnes qui viennent avec des rêves récurrents, puisque le rêve récurrent sera toujours le symptôme d'un blocage psychologique. Et ensuite, amélioration de son être et évolution, puisque le rêve donne accès à deux informations majeures: le négatif, blocage, traumatisme, malaise, et il va donner aussi l'information positive, c'est-à-dire ce que nous sommes, nos richesses, ce que nous n'osons pas encore mettre en place, mais que le rêve va révéler et va nous pousser à faire. Et justement, vous avez parlé de traumatisme. Je pense aux personnes qui ont subi des chocs violents, voire qui conduisent à de la dissociation, et qui peuvent faire comme ça je ne sais pas si on peut appeler ça des cauchemars ou des flashs, etc., par rapport à un événement qu'elles ont vécu. Est-ce que vous travaillez aussi à partir de ce matériel-là? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, effectivement, ce n'est pas la majorité de ma patientèle, mais quand ça se présente, on va effectivement travailler sur le traumatisme. Si ce traumatisme est conscient, à ce moment-là, on travaille de façon comme suggère la psychanalyse, c'est-à-dire qu'on va faire répéter à la personne le schéma qu'elle a vécu, qu'est-ce qui a pu être traumatique, puisque tout traumatisme procède d'un fonctionnement particulier, c'est-à-dire que l'information n'a pas les réseaux neuronaux logiques pour être comprise, et ça produit un choc. C'est-à-dire qu'on n'a pas les structures. Donc, par la narration, par le récit, par la remémoration de l'événement, on va peu à peu reconstruire ces circuits neuronaux qui font défaut pour que ce soit vécu de façon moins traumatique, puisque le cauchemar qui va en résulter sera une tentative de comprendre, une tentative de gestion logique d'une information qui, dans un cas de meurtre, ou chose comme ça, ou d'attentat, on va voir, ne peut pas être intégrée, ne peut pas être comprise, n'est pas tolérée. Et tant que ce sera intolérable, l'inconscient va produire des cauchemars, c'est-à-dire revoyons cette information pour essayer de créer un circuit neuronal qui permette de gérer. Donc, il y aura toujours effectivement la peine, la tristesse, la douleur d'avoir vécu un événement, mais peu à peu le traumatisme, c'est-à-dire effectivement les nuits perturbées, l'angoisse, les crises de panique vont disparaître. Je pensais, justement, vous répondiez à ma question par rapport au traumatisme et au flash, au cauchemar que ça peut créer. Mais sinon, dans les cauchemars basiques, notamment chez les enfants, qu'est-ce que ça signifie quand les enfants ont des cauchemars, des terreurs nocturnes, etc. Comment on peut le traiter, ça? C'est exactement la même chose. Donc même si l'événement semble beaucoup moins violent et traumatique, le cauchemar chez un enfant est l'expression d'un traumatisme, d'une information qu'émotionnellement il reçoit et qu'il ne peut pas gérer par son cerveau logique. Et donc il va y avoir cet impact angoissant. Si l'enfant, par exemple, a vu son père tout d'un coup s'emporter, il peut avoir eu peur. Donc il va rêver de monstres puisque son père aura devant lui eu un comportement monstrueux. Mais comme l'information aussi n'est pas recevable, c'est un contenu illicite, la forme va être donc mise sous l'apparence de monstre, par exemple, pour dissocier l'image positive du père de l'image négative du père homme qui ne se contient pas. Et donc le cauchemar chez un enfant est toujours le symptôme d'un traumatisme, donc d'une mauvaise gestion émotionnelle d'événements,
que le cauchemar va tendre à faire disparaître en encodant l'information sous forme symbolique et en dissociant l'auteur du traumatisme, si c'est un parent proche, de l'image dont l'enfant a besoin par rapport aux parents. Donc il y a d'abord un processus d'encodage. Le monstre est une forme qui existe, on la prend, on l'intègre, et ensuite on dissimule le véritable, le visage qui est apparu à ce moment-là, qui n'est pas forcément le véritable visage, mais qui est un visage partiel. Et après, ça peut ressortir donc quelques années plus tard. C'est pour ça qu'il est important de travailler sur son inconscient. C'est que nous avons tous eu des petits traumatismes dans l'enfance et que ces traumatismes, en général, vont altérer notre gestion des événements concrets dès qu'il y a des déclencheurs analogiques. Dès qu'on va avoir un signal un petit peu semblable, on peut avoir une même réaction émotionnelle d'angoisse qui va donc faire que nous allons mal gérer un événement. Et c'est pour ça qu'il est important, quand un enfant fait des cauchemars, de l'inviter à les raconter. Même si l'enfant a peur de les raconter, puisqu'il fait revivre la chose, ça permet aux parents quelquefois d'entendre et de comprendre que quelquefois ils sont pas tout à fait bien positionnés, ou de voir que l'enfant peut être harcelé à l'école, par exemple, ou être pris comme chouchou par une maîtresse, parce que ça, ce sont des choses qui arrivent aussi. Il y a des enfants qui sont préférés par les maîtresses, mais de façon angoissante. C'est-à-dire que l'enfant sent une attente qui correspond à rien, l'enfant sent une attente d'amour de la part d'un professeur, et donc l'enfant est perturbé par cette attente. Et donc, quels que soient les cauchemars que l'enfant fait, il est important qu'il puisse les raconter et que les parents soient à l'écoute et qu'ils n'hésitent pas à se remettre en cause aussi s'ils sont responsables, parce qu'on n'est pas toujours parfait, hein. Et un enfant, c'est une hypersensibilité qui n'a pas encore les outils logiques pour comprendre le monde et qui a besoin de douceur quand on lui apporte des informations fortes. Et pour revenir à votre méthode à vous, est-ce que, voilà, quand on vous raconte un rêve, quel qu'il soit, qu'est-ce qui vous attire l'attention immédiatement? Dans un rêve, Oui. bien souvent, dans un rêve, il y a ce que j'appelle une image clé, c'est-à-dire qu'il y a un point saillant dans un rêve qui va souvent donner une orientation de lecture. Donc c'est pour ça qu'un rêve, c'est important de l'écouter. Et plutôt que de le lire, il faut d'abord l'écouter. On peut le voir aussi à l'écrit, hein. Mais quand on l'écoute, on a à la fois donc le repérage d'un point fort, on a une image globale du rêve, on fait un cliché général du rêve, et puis on peut entendre aussi les pics émotionnels qui sont liés à la narration du rêve. Il y a des personnes qui peuvent avoir des pics émotionnels, qui peuvent faire des lapsus langués en racontant le rêve. Donc tout ce qu'on va entendre aussi va être important, et le rêve et l'approche du rêve, l'interprétation du rêve, c'est apprendre à écouter. Et à écouter, j'imagine, la manière dont se positionne la personne par rapport à son rêve. Par rapport à tout un ensemble de choses. Par rapport à la façon dont elle le raconte, par rapport aux images qui vont être produites, ses émotions, le décalage qu'elle peut faire par rapport à ça, ou quelquefois même, il y a des personnes qui racontent de façon tout à fait monocorde et monotone un rêve, et donc ce qui empêche quelquefois de l'entendre. Parce que si vous ne donnez pas d'inflexion quand vous racontez, vous perdez votre auditoire. Et la personne, soit on est dans un sujet délicat et que il y a un système d'endormissement qu'elle va produire pour empêcher l'autre d'entendre. Une sorte de mécanisme de défense pour mettre à distance, un petit peu. Un mécanisme de défense, tout à fait, de protection, de défense déjà de soi et souvent de protection vis-à-vis du parent et souvent la mère, puisque dans la psyché, la mère est une forme, une entité extrêmement importante, mais elle est aussi sacro-sainte. On la protège. C'est celle qui nous donne la vie et qui, en général, se sacrifie pour nous. Et concernant il y a des personnes qui disent ne pas se souvenir de leurs rêves. Est-ce que vous auriez un conseil à leur donner pour qu'elles puissent précisément pouvoir s'en souvenir? Deux raisons pour lesquelles on ne se souvient pas de ses rêves. La plupart du temps, c'est parce que ce matériel est dérangeant.
Et donc, au bout d'un moment, on préfère occulter plutôt que d'entendre toujours la même chose. Range ta chambre, par exemple. La chambre étant symboliquement l'intimité du rêveur, la maison étant le moi psychique. Donc, quand on entend range ta maison, ça veut dire mets de l'ordre dans ta tête. Ben, les gens, c'est exactement la même chose que le veuf, c'est qu'ils ont dit range ta chambre, il va se mettre en opposition et il va plus rien entendre. Donc, on n'entend plus ses rêves quand ils sont dérangeants. Ensuite, là, le cas plus positif, c'est quelquefois on est tellement en accord avec ce que l'on fait, ce que l'on vit, que le rêve n'a pas besoin de se manifester. Nous sommes en accord avec nous, avec le monde. À ce moment-là, le rêve et son souvenir n'est pas très important, sauf de temps en temps un grand rêve qui va souligner, valider effectivement ce bien-être que nous vivons positif. Est-ce que ça veut dire que les trois quarts du temps, quand on fait des rêves, c'est une demande justement de quelque chose qui manque dans notre vie ou quelque chose à actualiser? Oui, puisque là, d'une façon générale, euh, même si on a des périodes de bien-être, on est en perpétuelle évolution et nous devons évoluer. Et le rêve vient sans cesse nous rappeler à ce que nous sommes et à ce que nous ne sommes pas. Et donc, il est important d'être ce que nous sommes et pas ce que nous ne sommes pas. Et on peut être très bien influencé par beaucoup de choses, par beaucoup de facteurs extérieurs. Un enfant, c'est une sensibilité qui est plongée dans un milieu. Donc, cette sensibilité va être exposée déjà à la culture des parents, au désir des parents, à l'environnement familial, s'il y a des frères et sœurs. Ensuite, il y a l'environnement sociétal, il y a l'école, il y a les copains, il y a le monde extérieur, il y a les informations. Donc, on est influencé par énormément de choses, qui fait qu'on peut se perdre. Et le rêve vient nous rappeler sans cesse à qui nous sommes. Et donc là, cette vision de rappel de ce que nous sommes, c'est Jung qui l'évoque le plus fortement. Et ça a été corroboré par un très gros chercheur sur le rêve qui s'appelle Michel Jouvet, qui a décrit le sommeil paradoxal et qui a nommé les rêves, les mouvements rapides des yeux pendant qu'on dort. Et pour lui, effectivement, le rêve est une façon de se ressourcer, de se retrouver face au conditionnement et à l'oubli, c'est-à-dire à toutes les choses qui viennent nous faire oublier qui nous sommes en se superposant à notre psyché. Et le rêve, sans cesse, nous rappelle, voilà, je suis ça, je suis cela, je suis cela. Et comment on pourrait interpréter, il y a des personnes qui rêvent et qui se sentent, qui voudraient se réveiller et qui se sentent bloquées en fait dans l'état de veille. Est-ce que ça, au niveau psychanalytique, ça a un sens? Voilà, c'est ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. Oui, c'est ça. Donc, il y a des personnes qui, effectivement, sont sujettes à ce type de rêve où elles ont le sentiment d'être réveillées, mais elles ne peuvent pas bouger. Et donc, il y a souvent un sentiment de suffocation, et quelquefois même d'oppression avec une forme qui est présente, soit une ombre qui est dans la pièce, ou une forme qui vient s'asseoir assez lourdement sur le lit. Et la personne est paralysée, tout en étant consciente, elle pense qu'elle est bien réveillée, mais elle ne peut ni crier, ni bouger. Et donc, ce sont des rêves d'angoisse très forts. On a besoin d'aller travailler pour comprendre effectivement l'origine de cette sidération. Puisque c'est un état de sidération, donc beaucoup pourraient y voir des entités, des formes qui viennent nous paralyser pendant le sommeil, des fantômes, des revenants. On va essayer de comprendre d'abord psychologiquement à quoi ça correspond, pourquoi la personne est sujette à ce type de rêve. Je voulais vous demander, j'ai oublié, là, je viens d'en souvenir, vous dites que dans l'approche freudienne, c'est la personne, si j'ai bien compris, qui va interpréter son rêve par association. Et en fait, vous, si j'ai bien compris, vous donnez une interprétation extérieure du rêve. Est-ce que ça veut dire que pour vous, c'est secondaire la partie associative de la personne, ou qu'est-ce que vous en pensez? Que ça va être intéressant, mais que ça va favoriser les processus de résistance. Que la personne va tourner du pot en imposant son histoire. Et je préfère ne rien savoir du rêveur quand j'interprète un rêve. J'ai pas envie effectivement d'être influencé. Moi, je vais me servir uniquement du matériel signifiant que la personne va proposer. Et j'ai remarqué que plus une personne va parler sur son rêve, plus en général elle est dans un processus de résistance. Et donc de défense, puis que quand on vient en consultation, et ça c'est valable pour tout le monde, hein,
Il y a toujours deux personnes, il y a celle qui veut changer, il y a celle qui ne veut pas changer. En général, c'est celle qui veut changer qui l'emporte, puisque c'est elle qui est venue. Mais il y a les processus de résistance qui sont là à l'œuvre et toujours une petite voix intérieure qui dit au thérapeute, tu te crois malin, je vais être plus malin que toi. Mais là, effectivement, tout le monde peut se reconnaître dans ce profil. On a tous une partie de nous qui est en défensive, en résistance. Oui. Et c'est pour ça que la méthode associative, pour moi, de temps en temps, ça peut être bien. En tout cas, pour des quand il y a des symboles personnels, comme bon, quand c'est des personnes qui ne sont connues du saint-Révère ou de la Sainte-Rêveuse, on va questionner la personne autour de ces personnages. Mais sinon, euh, pour interpréter un rêve, il faut avoir vraiment une connaissance très forte de la symbolique, de la construction du rêve, de ce langage. Et à ce moment-là, on peut éviter l'écueil d'être baladé par le rêveur qui va nous emmener dans ce qu'il voudra entendre. Et curieusement, d'ailleurs, c'est pas toujours dans le sens positif. Hein. Il y a des personnes qui, évidemment, vont vouloir être dans la toute-puissance, qui vont être dans un principe de plaisir par rapport au rêve. Ben voilà, le rêve me dit ça, je suis ça. Et il y en a d'autres, en revanche, qui vont se dévaloriser. Il y a des personnes qui vont avoir tendance à se dévaloriser parce qu'il y a un système de dévalorisation qui aura déjà été construit. Et en résistance, on est dans un sens évaluant, mais aussi dévaluant. D'où l'importance de ce matériel, de cet outil qui est la connaissance du langage du rêve. Ça évite les écueils de la résistance et ça permet d'aller très vite en thérapie, d'aller beaucoup plus vite. Rester 7 ans en psychanalyse, pour moi, c'est aberrant. Donc, ça permet à beaucoup de personnes de retrouver l'usage de la parole et de se narcissiser, puisque la psychanalyse est un processus de narcissisation, mais attention, effectivement, au mécanisme qu'il peut y avoir de dévalorisation, puisqu'il y a des personnes qui ont des schémas de construction psychique où elles se dévalorisent. D'où l'importance d'utiliser un outil. Moi, j'utilise le rêve, c'est mon outil préféré. Il y en a d'autres, hein, mais un outil thérapeutique qui permet d'éviter l'écueil de la longue psychanalyse, et comme l'a intitulé Freud, avec la psychanalyse avec fin ou sans fin. Et du coup, le langage du rêve, des symboles, quand vous dites que c'est une base de données universelle, finalement, il y a une certaine neutralité pour vous à se baser sur ça, quoi, pour interpréter les rêves. Ça évite, effectivement, là, à ce moment-là, le thérapeute n'est pas neutre, puisqu'il est intervenant, mais il travaille avec un outil, et c'est pour ça que je forme des gens à la connaissance de ce langage, pour avoir un outil thérapeutique qui permette d'éviter tous ces processus de résistance, d'évitement, et d'aller dans le camp du jeu et de pas garder les personnes des années. Que le but du jeu, quand on a quelqu'un et qu'on a un blocage ou un malaise, c'est que ce blocage et ce malaise disparaissent. Et justement, dans vos formations, de quelle manière vous travaillez? Vous travaillez sur des rêves que les participants font ou comment ça se passe? Tout à fait. On travaille de façon théorique, puisque pendant une formation, on va envisager tous les angles de lecture du rêve, mais en même temps, chaque fois qu'on voit un angle de lecture particulier, on va travailler aussi sur les rêves des personnes présentes pour que la pratique soit conjointe à la théorie, ce qui est beaucoup plus formateur, beaucoup plus didactique. Ça permet de comprendre et de la mettre en application tout de suite. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la thématique du rêve. Et si vous êtes intéressé pour en savoir plus, je mettrai le lien de votre site internet en description pour ceux qui voudraient faire des formations ou lire vos livres. Et je vous remercie en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Si cet entretien vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker. Et si vous souhaitez retrouver toute mon actualité, vous pouvez le faire sur le site noediscoaching.fr.